Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci d'être toujours plus nombreux à suivre Atypique, la télévision belge francophone internationale. Aujourd'hui, dans cette émission exceptionnelle, nous ouvrons une page sombre de l'histoire contemporaine, celle des essais nucléaires français dans le Grand Sud algérien, menés il y a tout juste 65 ans, entre 1960 et 1966. Pour la première fois sur notre plateau, Louis Bulidan, vétéran de ces essais et témoin direct de l'échec dramatique du tir Beryl. Il viendra partager son histoire avec nous. À l'aube de ces derniers combats, il dénonce avec force et courage l'injustice dont il a été témoin. Il rappelle l'absence de reconnaissance et d'indemnisation des victimes par la France, malgré la loi Morin de 2010, qu'il considère comme un simple faux semblant. Nous aurons également l'honneur d'accueillir depuis Alger, pour la première fois aussi, Ibrahim Boughali, président de l'Assemblée populaire nationale algérienne, qui a qualifié ces essais de crimes, des crimes dont les blessures restent béantes à ce jour et dont les victimes n'ont à ce jour obtenu aucune réparation. Pourtant, le droit international et le droit européen encadrent strictement les essais nucléaires. Le traité d'interdiction complète ces essais nucléaires signé en 1996 interdit toute explosion nucléaire, bien qu'il ne soit pas encore pleinement en vigueur. De son côté, le traité sur l'interdiction des armes nucléaires, entré en vigueur en 2021, condamne explicitement ces pratiques, même si les puissances nucléaires, dont la France, refusent d'y adhérer. L'Union européenne, quant à elle, soutient activement ces initiatives en faveur du désarmement et de la reconnaissance des victimes. Pour approfondir ce débat, nous serons rejoints également depuis Lyon par Jean-Marie Collin, directeur de l'ICANN, Mohamed Hani, député algérien et ancien président de la Commission des Affaires étrangères au Parlement algérien, et Franck Schwalba-Ott, ancien eurodéputé allemand et ancien directeur de Greenpeace Europe. Le vrai dialogue, Madame, Monsieur, c'est tout de suite. Monsieur Boughali, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. C'est une très grande première pour nous ici au Parlement européen. Monsieur... Un grand bonjour à tout le monde. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Monsieur le député, bonjour et merci d'avoir accepté mon invitation. Monsieur l'eurodéputé, bonjour et merci d'avoir accepté mon invitation. Monsieur Bulidan, vous êtes à ma droite. Oui, absolument. Je vous salue et je vous remercie infiniment de vous être déplacé de Paris ce matin. Oui, mais moi je vous remercie pour cette émission aussi. Je salue aussi Monsieur Jean-Marie Collin, qui nous rejoint de Lyon. Monsieur Collin, bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation. Je poserai ma première question au président de l'Assemblée populaire algérienne, Monsieur Boughali. Monsieur le Président, vous avez présidé le 13 février, une date qui n'est pas anodine. C'est l'anniversaire, le 65e triste anniversaire des essais nucléaires français dans le Grand Sud algérien. Lors de ce colloque, Monsieur le Président, vous aviez qualifié ces essais de crimes. Pourquoi? Merci. Avant d'aborder cette question, permettez-moi d'apporter quelques éclaircissements. Primo, le dossier de la mémoire revêt une grande importance. Il n'est pas lié à une génération précise, mais c'est un dossier qui est porté par tous les Algériens.
Premièrement, et particulièrement les générations d'indépendance, puisqu'ils ont une lourde responsabilité de défendre et de préserver la dignité des martyrs et de protéger et d'apporter le soutien aux victimes, particulièrement les victimes des explosions nucléaires françaises en Algérie, tel que le cas de Regan et dans la wilaya d'Adrar et Ain Akar dans la wilaya de Tamourasset, où à ce jour, il y a des victimes qui souffrent dans un silence total et une complicité parfaite. C'est le premier point. Secondo, il est impératif de corriger quelques concepts. On parle d'essais nucléaires, ce n'est pas des essais nucléaires, c'est des explosions nucléaires qu'ils ont eues en Algérie avec un nombre de 57 explosions. Entre 1960 et 1966, il y a eu 4 explosions aériennes à Aggan, 13 explosions souterraines à Inaker, 35 explosions supplémentaires à Hamoudia et 5 sur le frontière de Ain-Akar, qui ont eu des effets des précédents irréversibles sur l'homme et sur l'environnement. Très sûr, la France a été aidée par une autre puissance coloniale afin d'exécuter ces crimes odieux et impardonnable. Quatrièmement, le choix de Aggan n'est pas fortuit. En effet, il s'agissait d'un choix délibéré. Le colonisateur avait prétendu que ces zones étaient inhabitées, alors que cette région était bel et bien peuplée. D'ailleurs, elles étaient connues comme les riches échanges commerciaux. Ils étaient connus par leurs riches échanges commerciaux. Le cinquième point, il y a un mensonge qui n'a eu de cesse d'avancer et qui évoque une supposée indemnisation d'une victime. Or, des sources affirment que la victime en question avait uniquement bénéficié d'une facilitation d'accès à l'hôpital de Val-de-Grâce à Paris. C'est-à-dire, à ce jour, aucune victime algérienne n'a été indemnisée, contrairement à ce qui a été allégué. Pour revenir à votre question, notre démarche s'appuie sur les axes suivants. Premièrement, la constitution des commissions regroupant les 6 tendances politiques représentées à l'Assemblée populaire algérienne, assistées par des experts, dans le but d'élaborer un projet de loi qui portera sur l'incrimination des actes perpétrés par la France coloniale. Deuxième point, la mobilisation internationale des parlements pour plaider la cause des victimes des explosions nucléaires en vue de recouvrer leurs droits légitimes, leur assurant ainsi une véritable réparation de manière juste et équitable. Troisième point, l'organisation d'un colloque parlementaire international qui portera sur la réparation des préjudices causés par le colonisateur. Quatrième axe, notre démarche appelle à l'institution de la journée du 13 février, date de la toute première explosion nucléaire dans le Sahara algérien, journée internationale visant à rendre hommage aux victimes de ce type d'actes. Cinquième action, l'impératif pour la France de reconnaître officiellement sa responsabilité pleine et entière dans ces crimes nucléaires commis en Algérie. Le sixième axe, l'impératif de remettre les cartes topographiques des sites des explosions nucléaires effectuées afin de procéder à un nettoyage total des sites contaminés tels que déclaré par le président de la République, M. Abdelmajid Tebboune. Je vous remercie de l'intérêt que vous portez à ce dossier si important pour l'humanité tout entière et si cher au corps des Algériens, notamment les victimes. Monsieur le Président, en préparant cette émission, votre cabinet justement nous a prévenu que vous avez d'autres engagements et malheureusement pour nous, vous n'allez pas rester avec nous jusqu'au bout, mais nous allons discuter des points que vous avez relevés avec nos invités. Je vous poserai rapidement une deuxième question et j'aimerais une réponse un peu plus courte, s'il vous plaît. Quels sont, Monsieur le Président,
quels sont les prochains pas que compte entreprendre l'Algérie pour obtenir justice pour les victimes algériennes? Le prochain pas, ça serait la constitution d'une commission parlementaire composée de l'ensemble des tendances politiques existantes au niveau de l'Assemblée populaire algérienne pour préparer, élaborer un projet de loi qui portera sur l'incrimination des crimes commis aux Algériens par le colonisateur français. C'est le premier pas qu'on va. Et le deuxième pas, on va plaider au niveau de l'ensemble des parlements sur le plan international et de voir les victimes d'autres pays qui ont été victimes de ce genre d'explosion pour essayer de plaider leur droit à la justice et pour la réparation des préjudices commis à l'encontre de ces victimes. Très bien. Ça a été un honneur de vous recevoir à cette émission, Monsieur le Président. Merci énormément pour votre contribution. Merci beaucoup. Nous allons Merci beaucoup. Nous allons poursuivre cette émission et je poserai ma prochaine question au vétéran, à Monsieur Louis Bulidan. Monsieur Louis, malheureusement, vous avez 88 ans et j'ai été vraiment très émue de vous voir faire ce parcours de combattant depuis Paris pour arriver jusqu'à nous ici au Parlement européen à Bruxelles. Et parce que vous avez été même un véritable combattant et vous êtes aujourd'hui le seul témoin survivant des tirs dans le sud algérien. Vous étiez sur place le 1er mai, vous m'aviez dit en préparant cette émission, le 1er mai 1962, comme appelé, parce que vous étiez aussi ingénieur chimiste de formation. Vous aviez pour rôle de mesurer la radioactivité du tir Beryl qui a eu lieu, donc, comme je le disais, le 1er mai 1962. Vous m'aviez dit, j'ai levé le secret du tir Beryl et ça ne plaît pas, bien entendu. Est-ce que vous pouvez raconter ce qui s'est réellement passé lors du tir Beryl? Et je rappelle ici que vous êtes un témoin incontournable. Voilà, donc j'ai été préposé dans un laboratoire à mesurer la radioactivité de l'air. J'appartenais à un service qui s'appelait le STA, Service technique des armées, qui avait deux composantes. Une composante air, on s'intéressait à la radioactivité de l'air ambiant, et une composante chimie, où là, on s'intéressait à la radioactivité de la végétation, de l'herbe et de l'eau. Le 1er mai 1962, au moment de l'explosion, bien sûr, ça fait un grand boom, énormément de poussière. J'ai regardé ma bande de mesure. Ma bande de mesure consistait à une droite de référence qui correspondait à une ambiance sans radioactivité. Et puis, j'avais une courbe de mesure. Et aussitôt après le tir, la courbe de mes mesures s'est éloignée de ma droite de référence. Et je me suis rendu compte qu'il s'était passé quelque chose de grave. J'avais un masque à gaz. Alors le masque à gaz avait pour intérêt de retenir toutes les poussières de façon à ce que vous ne les absorbiez pas. Je mets mon masque, mais à ce moment-là, je vois un grand remue-ménage devant mon bâtiment, devant mon laboratoire. C'était tous mes camarades du génie qui, très inquiets, venaient vers moi, le scientifique, pour savoir qu'est-ce qui s'était passé. J'ai enlevé mon masque et j'ai hurlé « Vite, vite le masque !» Il n'en avait pas. Et au moment de Beryl, tout l'état-major, tous les officiers de la base étaient avec les deux ministres sur une tribune face à la montagne, mais il y avait des sous-officiers qui ont eu le très très bon réflexe. Ils ont demandé à tous mes camarades de s'isoler dans les bâtiments.
Voilà. Alors, en fait, je mesurais le passage d'un nuage radioactif et au fur et à mesure que le temps passait, le temps de passage du nuage a été d'environ une demi-heure. Je devenais de plus en plus inquiet parce que je me demandais, mais comment ça va cesser une chose pareille? Et c'est uniquement lorsque ma courbe s'est incurvée pour revenir sur ma droite de référence que j'ai réalisé que c'était un nuage très radioactif. Alors, pour les scientifiques, ce qu'on mesurait, c'était un rapport bêta sur alpha en échelle semi-logarithmique. Je pense que j'ai répondu à votre question. Monsieur Belidin, pourquoi vous avez décidé de témoigner publiquement aujourd'hui? Alors, écoutez, après, je termine ma question, si vous permettez. Louis, pardonnez-moi, je vous appelle par votre prénom. Ça fait tellement de jours maintenant que je vous appelle régulièrement. Et on bavarde et on parle et vous me racontez tellement de choses, parfois horribles, que vous avez vues de vos yeux, que vous avez perdues aujourd'hui. Je rappelle aux téléspectateurs que Louis Belidin a 88 ans et il n'est plus voyant depuis donc 8 ans, si je ne m'abuse, depuis l'âge de 80 ans. Donc je vous posais la question de savoir pourquoi vous avez décidé de témoigner publiquement après toutes ces années sur une télévision belge francophone internationale. Qu'est-ce qui a réveillé votre conscience du haut de vos 88 ans? C'est une question très importante que je me suis posée, si vous voulez. Bon, j'ai fait plus de 24 mois d'armée, j'avais qu'un souci, c'est ma vie professionnelle. J'ai fait toute ma carrière dans un groupe pétrolier qui était ExxonMobil. Et les camarades que j'ai rencontrés, c'était surtout des camarades qui avaient combattu en Algérie. On avait des expériences totalement différentes et il y avait un consensus parmi nous, c'est de ne jamais parler de l'Algérie. Bon. Puis, le temps a passé et il faut trouver un interlocuteur à qui parler des essais nucléaires, à personne. Alors, en 2008, pour des activités qui n'ont rien à voir avec les essais nucléaires, j'ai eu un portrait dans le monde. Et alors, comme j'étais de la génération de la guerre d'Algérie, on m'a dit l'Algérie. J'ai tout simplement dit, j'étais à Hineker. Et un grand reporter du Monde, auquel je rends hommage, Benoît Hopquin, enquêtait sur ces essais et savait ce qu'était Hineker. Donc, il demande à me rencontrer. Et il vient avec quelqu'un qui me dit « Mais tu ne me reconnais pas ?» Je lui dis « Non, je t'ai remplacé. » Et alors, effectivement, c'était un physicien nucléaire qui a fait toute sa carrière au Collège de France et je n'ai pas dû passer beaucoup d'heures à lui passer les consignes. Voilà. Et à ce moment-là, Benoît Hopquin a fait un très très grand reportage dans Le Monde Magazine et c'était en 2011, je crois. Et il me dit, mais vous devriez écrire un livre. J'ai écrit un livre, il a fallu que je trouve un éditeur, c'est Les Irradiés de Beryl. Et ce livre a suscité beaucoup de commentaires dans la presse et j'ai été invité sur France Culture de la Marche des Sciences en 2012 et sur France Inter, l'émission de Jean Lebrun sur la marche de l'histoire. Malheureusement, ces deux émissions, qui ont été une réussite, on nous l'a dit, n'ont suscité aucun intérêt. Je regrette que M. le Président ne soit pas là, aussi bien du côté de l'Algérie que du côté des autorités françaises. Il m'a promis de suivre cette émission, ne vous inquiétez pas, Voilà. il va regarder cette émission. Voilà, si vous voulez. Je n'ai jamais, et mon camarade, alors, si vous voulez, mon camarade Raymond Senet n'était pas toujours considéré comme le meilleur interlocuteur, puisqu'il est venu après Beryl pour me remplacer, si vous voulez. Mais j'ai toujours beaucoup travaillé avec lui, parce que moi, je suis ingénieur chimiste, lui, c'est un physicien nucléaire et connu, si vous voulez. Bon. Et aucune réaction. Par contre, à partir de 2019, j'ai été approché par quelqu'un dont je tairai le nom, si vous voulez, que j'ai reçu avec mon camarade et qui a passé 2-3 heures avec nous pour nous dire que 4 ans après, il avait été missionné et qu'il n'avait jamais trouvé de radioactivité sur le site. Mon camarade m'a dit, écoute, ne discute plus avec ce gars-là, ça ne vaut pas la peine. Mais il a toujours gardé le contact avec moi. Et le 31 janvier, il m'appelle son ami, amitié, j'ai jamais été son ami, et il me dit, je viens de faire un tour dans le Hogar avec une copine, à Hineker, on avait un compteur,
Et la radioactivité qu'on a mesurée, elle était 3 fois moins élevée que sur le balcon de ma copine à Lyon. Quand j'ai dit ça à mon camarade, le physicien nucléaire, il m'a dit, écoute, tu aurais dû lui dire que sur son compteur, il y a un bouton arrêt et marche, et qu'il a oublié de mettre le bouton sur marche. Voilà. Et donc, si vous voulez, je lui ai répondu en lui demandant de lire ma lettre ouverte à Bruno Retailleau, le ministre de l'Intérieur. On va en arriver, on va parler tout à l'heure de la lettre. Louis, merci beaucoup pour ce témoignage. Donc cela prouve que vous êtes sous pression, c'est encore très tabou de parler de ce sujet en France. Et oui, on ne va pas dire son nom. Vous me l'aviez donné, je n'ai pas l'autorisation de le donner ici, mais de toute façon, c'est clairement des menaces, donc il faut se taire. Je vous pose à vous, monsieur Hani, une question par rapport à l'Algérie. Est-ce que la diplomatie algérienne, est-ce qu'elle est prête à rouvrir ce dossier avec la France? Clairement. Il m'est très difficile d'intervenir après l'intervention du témoin vivant de ce qui s'est passé à Regan et dans le sud algérien. Et de l'autre côté, monsieur le président de l'Assemblée populaire nationale algérienne qui a dit les revendications du peuple algérien et des autorités algériennes, et qu'aujourd'hui, il est temps de prendre en charge sérieusement ce dossier. Pour rappel, c'est la première initiative, et je remercie notre président, monsieur Bourali, qui a su rassembler toutes les énergies politiques, toutes les forces politiques au sein du Parlement pour aller vers une vision de légiférer, préparer un projet de loi et pour avancer dans ce dossier-là. Maintenant, en termes de diplomatie, il est clair qu'aujourd'hui, c'est de notre devoir, spécialement cette génération, de relever ce défi. Car je dis c'est un défi parce que c'est un dossier aussi tabou. Donc, quand j'écoute votre témoin, il est clair qu'aujourd'hui, il y a des pressions qui sont exercées, mais nous devons, car nous connaissons l'histoire et nous connaissons les enjeux et surtout les conséquences que subissent les Algériens du Sud et même d'autres régions, car aujourd'hui, comme tout le monde le sait, quand on parle d'explosion nucléaire et non pas d'essai nucléaire, il y a l'impact sur l'environnement, sur la faune, sur l'être humain bien évidemment, et surtout qu'il n'y a pas de limitation en termes de territoire. Est-ce que, j'espère, parce que je ne le vois pas encore, mais je pense qu'il est avec nous, Jean-Marie Collin. Jean-Marie Collin, vous m'entendez? Vous souhaitez que, je vous vois maintenant, vous souhaitez que l'Algérie ratifie le traité qui est en cours. Dites-nous pourquoi. Je rappelle le traité sur l'interdiction des armes nucléaires que l'Algérie a déjà signé. Mais il faut encore faire un autre pas, celui de la ratification. Oui, alors tout d'abord, je reviens juste d'Algérie puisque j'étais la semaine dernière invité par le ministère des Moudjahidines à une conférence sur le 65e commémoration de cet anniversaire, de ce triste anniversaire de Gerboise Bleu. Et je n'ai pu malheureusement rencontrer M. Bougali, mais je sais que pour la première fois, donc, le président de l'APN, M. Bougali, a fait rentrer ce sujet des essais nucléaires au sein de cette assemblée, et ça, c'est un point positif. Aujourd'hui, on le voit bien que les relations sont bloquées, malheureusement, avec l'État français, que malheureusement, malgré des demandes que nous-mêmes nous avons faites, d'ailleurs, j'ai réalisé une étude avec l'Observatoire des armements qui s'appelle « Sous le sable des déchets nucléaires », qui a révélé véritablement l'ampleur de ces déchets en 2020, qui a permis de faire ressortir pleinement ce sujet, notamment d'engager des pourparlers ou des discussions entre la diplomatie algérienne et la diplomatie française. Mais le sujet reste complexe et la France reste muette. Aujourd'hui, nous avons bien face à nous une problématique humanitaire et environnementale et il y a une solution pour que l'État algérien puisse avancer sur cette question-là. Il existe en effet un traité sur l'interdiction des armes nucléaires dont l'Algérie a vraiment travaillé, négocié ce traité avec plus d'une centaine d'autres d'États. Elle l'a d'ailleurs signé en septembre 2017. Il est aujourd'hui en vigueur. Et dans ce traité, il y a la possibilité que les États qui soient membres puissent recevoir une aide internationale, financière, logistique, technique, pour pouvoir aider les populations victimes et aider les zones à être nettoyées. Il est donc nécessaire pour que l'Algérie puisse bénéficier de cette aide qu'elle le ratifie. Et il serait véritablement très fort sur le plan symbolique si l'État algérien pouvait annoncer cette ratification cette année, puisque nous sommes, comme on l'a souligné à plusieurs reprises, dans ce 65e anniversaire. Évidemment, cette ratification qui donnerait droit à des possibilités d'agir véritablement
ne signifie pas un arrêt des négociations avec l'État français. Ce sont deux choses qui sont véritablement différentes. Ce sont deux pas différents qui peuvent être réalisés en parallèle. Et au moins celui-ci sur le Tian, c'est véritablement dans les mains de l'État algérien qu'il peut le réaliser. Très bien. Monsieur Choualbaoth, à votre avis, quel rôle pourrait jouer l'Union européenne pour faire reconnaître ces crimes, non seulement dans le Grand Sud algérien, mais aussi en Polynésie, à Tahiti, qui est un territoire français, et la France de l'époque, elle a aussi donc réalisé des essais nucléaires. L'Union européenne, le Parlement européen, c'est les premières institutions qui ont dans leur politique quotidienne leurs règles morales et légales de la responsabilité pour les conséquences des activités. Ça applique pour le droit pénal, aussi quand vous mettez un produit sur le marché, quand vous faites une action n'importe où, n'importe qui, vous êtes responsable pour les conséquences. Et dans ce cas, je crois, l'Union européenne, c'est le meilleur acteur pour montrer ou aider la France de marcher sur ce chemin, de prendre ses responsabilités. Et ça veut dire concrètement, avec empathie, il faudrait faire la transparence, il faudrait identifier les victimes et le dégât pour l'environnement et il faudrait mettre tous en place pour aider les survivants ou ceux qui souffrent, qui n'ont pas été nés à ce moment, qui souffrent des maladies liées à la radioactivité. Et maintenant, j'ai un deuxième point. Depuis la Deuxième Guerre mondiale, on a été super heureux d'avoir créé un système basé sur le droit, acceptation générale du droit. Et maintenant, avec Poutine et avec Trump, c'est en danger. Il y a le danger que nous arrivons à une période où tout le monde fait ce qu'il veut. Et la France, on le voit, par le président français, se considère comme un défenseur de cet ordre international. Ça veut dire, en ce moment, la France devait monter ses muscles et son cœur de lutter pour le droit international, même ou surtout quand eux, ils ont impliqué dans cet dérapage, dans cet acte criminel que le président du Parlement algérien a dit. Mais justement, monsieur le député, pourquoi ces questions sont absentes dans les débats ici, au niveau du Parlement européen, et en France, au niveau de l'Assemblée? Et aussi en Algérie, on a écouté ça. Ça, c'est la chose merveilleuse que c'est le devoir de la société civile. Et je pointe le doigt à la société civile en France, en Europe et en Algérie, d'avoir jamais mis ça en avant. Maintenant, c'est un premier pas. Et moi, je suis préparé de continuer le combat. Pour la première fois, j'étais confronté à Kazakhstan avec ce problème. Tout à fait. Et j'ai même réussi d'avoir un amendement dans le budget de l'Union européenne que les victimes des tests nucléaires en Kazakhstan devraient recevoir, et ça c'est fait, d'aide de l'Union européenne pour remédier la situation personnelle et pour la communauté. Et je crois que c'est la même chose possible pour le budget de l'Union européenne, d'inclure un petit paragraphe où on indique aussi pour les tests nucléaires français en Polynésie et en Algérie. Très bien. Moi, je vous propose à ce stade de regarder une vidéo très courte qui a été réalisée par notre confrère Benjamin Boutin. Si elle est prête, je demande à la régie de passer cette vidéo qui résume un peu cette affaire d'essais nucléaires français qui ont eu lieu donc il y a tout juste 65 ans dans le Grand Sud algérien. Le 13 février 1960, la France fait exploser sa première bombe nucléaire dans le Sahara algérien. Nom de code, Gerboise bleue. Un souffle atomique en plein cœur du désert
des milliers de victimes et aujourd'hui encore un silence assourdissant. Il y a eu 17 explosions entre 1960 et 1966. Des essais en plein air, des radiations partout. Résultat, cancer, malformations et zones toujours contaminées. Des dizaines de milliers d'Algériens sont touchés dans leur chair. Et pourtant, rien, pas de reconnaissance complète et assumée de la part de la France et pas de réparation digne de ce nom. Le 13 février dernier, en Algérie, un grand colloque a réuni chercheurs, historiens et victimes. Leur message est clair, il est temps pour la France d'assumer ses responsabilités. Mais en face, c'est toujours silence radio. Les cartes des zones contaminées toujours cachées, les indemnisations dérisoires et quasi inexistantes pour les Algériens. C'est un déni organisé, un crime dissimulé. Le rapport de Benjamin Stora en 2021 recommandait une commission bilatérale. Résultat, aucune action, des mots, du vent et toujours aucune justice. Pendant ce temps, les radiations continuent de tuer. Le Sahara algérien porte encore les cicatrices de ces bombes. Un crime atomique qui va s'étendre sur des milliers d'années. Les Algériens demandent 3 choses. D'abord, les cartes des sites contaminés, un nettoyage et une dépollution complète, et enfin des indemnisations justes pour les victimes. Clairement, le peuple algérien ne veut pas oublier. Ce combat, c'est celui de la vérité et de la justice. Si la France continue de se taire, l'histoire, elle, finira par parler. Le 13 février... Très bien. Et en plus, quelle chance que nous avons aujourd'hui, parce que nous avons avec nous Benjamin Boutin, qui a réalisé cette belle capsule. Pourquoi? Parce qu'il est passionné d'histoire. Et d'ailleurs, pour ne pas oublier, moi j'invite nos téléspectateurs d'aller le regarder sur sa propre plateforme YouTube qui s'appelle Benji Raconte. Benji, justement. Tout à l'heure, le député européen allemand, Frank Schwalbe-Haut, disait que la société civile doit s'impliquer aussi dans cette affaire. J'ai envie de vous demander, parce que vous en faites partie de cette société civile française, qu'est-ce qu'elle en pense là-bas en France? Merci. Oui, je pense que la société... Enfin, c'est ce que j'essaie de dévoiler dans mes vidéos, sur mes réseaux sociaux, que ce soit YouTube ou ailleurs. Je parle de cette façon d'affronter l'histoire, d'affronter l'histoire réelle, mais non pas le roman national. Et j'ai le sentiment que effectivement, la population serait d'accord pour cet affrontement réel avec l'histoire, alors que ceux qui nous gouvernent tiennent absolument à ce roman national. Je pense que le roman national dans l'histoire de France fait partie du ciment dans la société française, mais on voit bien à travers les réseaux sociaux justement que les Français, beaucoup de Français sont prêts à parler de la réalité, et la réalité, elle est dure à entendre. C'est-à-dire qu'il y a eu une colonisation qui a été extrêmement brutale et inhumaine, et il y a eu, regardez maintenant dans le processus même de décolonisation du continent africain en général, il y a encore énormément de scandales qui apparaissent régulièrement. Les citoyens ont envie de s'en saisir, mais il y a une sorte d'écran de fumée qui nous empêche d'aller plus loin. Parce que je pense, moi je regrette ce fait, mais je vois bien que beaucoup de Français sont quand même encore attachés à le pays des droits de l'homme. Vous voyez, une espèce d'image d'une France nostalgique presque de son empire colonial, une grandeur de la France. On entend souvent avec l'Union européenne d'ailleurs que la France perd sa souveraineté, en disant la France est presque plus grand même que l'Union européenne. Enfin, il y en a qui disent que la France aurait dû être même le phare de l'Union européenne. Donc, vous voyez que ça gêne tout le monde, cette histoire. On le voit régulièrement sur le gouvernement de Vichy. Combien de temps il a fallu pour reconnaître que Vichy a été une faute, que beaucoup de Français ont collaboré. Dans le roman national, il est question que tous les Français étaient des résistants. Regardez la guerre d'Algérie, on parlait des événements entre 1954 et 62. On ne disait pas la guerre d'Algérie, on disait les événements, comme si c'était un petit fait mineur. Alors que ça a été une guerre absolument atroce, épouvantable, avec des crimes de l'armée française reconnus aujourd'hui. On parle des essais nucléaires, mais il y en a bien d'autres. Il y a le napalm, il y a les camps de regroupement, il y a la torture, il y a la bataille d'Alger, il y a énormément de choses. Donc, on est on est capté par cette histoire, par ce néocolonialisme, en fait, qui malheureusement ressurgit avec la montée de l'extrême droite,
qui a récupéré tout le discours de l'Algérie française, de l'OAS, etc., par Jean-Marie Le Pen, hein, qui a relancé toute cette théorie de la nostalgie de l'Empire français, et c'est en train de revenir en force. Donc c'est très déroutant, et je parle de tout ça pour Justement, essayer d'y voir plus Benjamin, clair. vous parlez de tout ça et d'une manière excellente sur les réseaux sociaux, mais Benji raconte, c'est aussi un livre qui est en ligne, qui est disponible. Restez avec nous, Benjamin. Restez avec nous. Je reviens. Je pose ma prochaine question à Louis, qui est à ma droite, assis très sagement. Si vous permettez, je voudrais soulever une question. L'abandon des victimes par la France, le mépris des victimes, si vous voulez, a été le même pour les appelés, la troupe. Hein. Elle a eu le même mépris à l'égard de la troupe que celui qu'elle a manifesté à l'égard des Touaregs et des populations locales des Oasis, si vous voulez. C'est important, si vous voulez. Louis, dites-moi pourquoi le CEA, c'est-à-dire le commissariat à l'énergie atomique, n'avait pas anticipé l'explosion des tirs Beryl et pour quelles raisons, selon vous? C'est une question très importante. L'armée, le commissariat à l'énergie atomique, la dame, n'avait absolument pas anticipé un accident, une catastrophe. Au point que le 1er mai 1962, tous les officiels, tous les officiers et 2 ministres, hein, Paleski, ministre de la Recherche scientifique, Mesmer, ministre de la Défense, étaient sur ces tribunes face à la montagne. Et ce qui est très important, c'est que normalement, lorsque vous travaillez sur des sites avec des risques de retombées radioactives, vous devez être suivi en ce qui concerne votre formulation sanguine. C'est ce qui m'avait beaucoup étonné avec mes camarades scientifiques, c'est que nous n'avons jamais eu de suivi des hématos, aussi bien avant qu'après Beryl. Et je voudrais donner cette anecdote. Mon camarade physicien Raymond Senet a eu sa visite libératoire à Regan. Et il a été libéré à Regan. Et au moment de la visite, il a demandé au médecin, mais enfin, vous ne me vérifiez pas ma formulation sanguine? Et le médecin à Regan, il lui a dit, non, je ne suis pas équipé, on n'a jamais fait ça. Donc vous voyez l'état d'abandon total. Alors je pense que ça n'a pas été une volonté. Je pense que tous ces organismes, armées, CEA et DAB, n'avaient absolument pas anticipé une catastrophe. Absolument pas. Et ne se sont pas préparés, même après Beryl, à suivre l'état de santé des irradiés. Voilà. Permettez-moi de poser ma prochaine question à Jean-Marie Collin. J'imagine que vous êtes encore avec nous. Oui, oui. Ce dialogue de sourds, hein, parce qu'il faut appeler les choses comme ça, comme elles sont, entre l'État français d'une part et l'État algérien, qu'est-ce qu'il faut faire pour le transformer en une coopération bilatérale fructueuse, selon vous? Alors, il y a pas mal de choses, mais je voudrais revenir parce que, moi, contrairement à ce que vous dites, je pense qu'il y a eu pas mal d'approximations dans la vidéo qui a été montrée et la société civile française est plutôt active. Pour preuve, il y a encore une commission d'enquête parlementaire qui est en cours à l'Assemblée nationale. Et si elle existe, c'est parce que la société civile française, c'est parce que, par exemple, des organisations comme l'Observatoire des armements, comme les organisations Moroa et Tatou, 193 en Polynésie ou la mienne, ICANN France, ont agi et ont aidé à ça. Donc voilà, la société civile s'en est emparée, c'est l'acteur politique qui s'en est peut-être moins emparé. Dans ce sens-là, je pense que c'est une réalité. Il y a une nécessité d'un travail parlementaire et vous avez sur votre plateau un parlementaire algérien, vous avez eu monsieur le président de l'APN qui était présent. Je pense que si au niveau exécutif, il y a du mal en termes de coopération ou de volonté de coopération, je pense qu'au niveau législatif, il y a des possibilités et c'est à ce niveau-là qu'ils doivent agir. L'Assemblée populaire nationale veut organiser un grand colloque avec des parlementaires. Elle peut prendre contact avec des parlementaires français. Elle peut créer son propre rapport sur l'état des lieux des essais nucléaires en Algérie, ce qui n'a encore jamais été fait. Il n'y a pas de rapport algérien sur un état des lieux de ce qui a été réalisé. Je pense que ce serait intéressant et ça permettrait aux parlementaires des différents États de mieux se comprendre, de dialoguer, de créer une pression commune sur leurs acteurs exécutifs respectifs. Parce que c'est dans ce sens-là qu'il faut véritablement avancer.
Ok, je rappelle juste, monsieur Jean-Marie Collin, on vous a ajouté à ce débat à pied levé, vous le savez, parce que vous le disiez tout à l'heure, Oui. vous revenez justement d'Algérie. Je rappelle juste que vous êtes le directeur de l'ICAN, la branche française de la campagne internationale pour abolir les armes nucléaires, et c'est une organisation qui a bénéficié du prix Nobel de la paix en 2017. Je vous libère, mais vous pouvez rester pour entendre le droit de réponse que je donnerai à monsieur Benjamin Boutin, parce que vous avez parlé de choses approximatives dans la vidéo, notamment la loi Morin. D'ailleurs, je vais tout à l'heure titiller un peu Louis, il va nous parler de cette loi Morin de 2010, qui pour d'aucuns est une sorte de coquille vide. En tout cas, merci beaucoup de cette précieuse contribution dans cette émission. Merci vraiment. Avant de donner le droit de réponse à Benjamin, je vais vous donner la parole, monsieur le député algérien. Vous avez été aussi interpellé par Jean-Marie Boutin. Qu'est-ce qu'il y a comme avancée concrète sur la reconnaissance des victimes en Algérie, vraiment? Alors, j'aimerais rebondir déjà sur le point dont il a parlé, M. Collin, concernant la ratification des traités. Je ne peux pas concevoir, comme parlementaire algérien, de mettre en balance ou de mettre une condition sine qua non pour la prise en charge des dégâts occasionnés par ces explosions nucléaires dans le sud algérien avec une ratification. Car il est avéré, et personne ne peut nier l'importance et la responsabilité du régime de Paris qui a exécuté ces essais pendant 6 ou 7 ans. Donc aujourd'hui, je ne peux pas mettre la ratification dans la même balance qu'un peuple qui demande et qui souffre à ce jour avec des malformations, avec beaucoup de fausses couches, des dames algériennes, des femmes algériennes, avec des maladies qu'on découvre dans différents concerts. Donc il est important, et nous sommes conscients, que ce combat-là que nous allons mener au sein de l'Assemblée populaire nationale, bien évidemment avec des homologues, que ce soit européens ou autres, et le travail a commencé avec certains députés, et là je réponds à votre invité, certains députés français qui aujourd'hui ont pensé inclure le cas algérien avec cette commission d'enquête qui n'était pas prévue à la base pour l'Algérie, mais plutôt pour la Polynésie. Donc il y a une action, effectivement, de certains parlementaires. J'ai eu l'occasion de rencontrer la semaine dernière à Alger. Donc le travail a commencé. Maintenant, quel est notre objectif? C'est de sensibiliser nos homologues un peu partout dans le monde avec les différentes instances internationales, parlementaires, pour justement que ça soit un cas et un cas réel qui sera exposé. Et c'est à eux de jouer ce rôle. Et ce manque de réactivité par les exécutifs, c'est à eux de faire ce travail auprès de leur gouvernement. Alors justement, monsieur Chouelbaot, si la France joue à l'abonné absent et que l'Algérie est prête, et vous avez un député européen, pardonnez-moi, quel lapsus, algérien, qui est là, qui ne demande qu'à discuter. Quel rôle, encore une fois, pourrait jouer l'Union européenne qui, il faut le dire, elle soutient ce genre d'initiative de désarmement et de reconnaissance des victimes. Est-ce qu'elle peut jouer ce rôle de manière plus active pour exiger des réparations pour les victimes, non seulement françaises d'abord? La France est un membre de l'Union européenne, un membre fondateur de l'Union européenne. Donc d'abord les victimes françaises, ensuite, et pas seulement les Français de métropole, mais les Français d'outre-mer, de Polynésie, et bien sûr de l'Algérie, du Grand Sud algérien. Ici, il y a 720 députés européens. Moi, je suis un ancien député, il y a encore plus des anciens députés. Et je crois que c'est très difficile de trouver un député européen en action ou retiré qui n'est pas avec les demandes algériennes. Je crois que c'est ici, peut-être pour quelques Français c'est différent, mais c'est, je crois, un consensus ici. Et je ne veux pas qu'on continue à pleurnicher la France patati patata. Non, je crois que c'est nécessaire d'avoir des actions concrètes. Comme ici, cette réunion ici, avoir peut-être même un tribunal international dans la tradition de
tribunal Bertrand Russell pour mettre en avant un cas comme ça. Ou même peut-être de créer une journée internationale pour honorer les victimes et pour montrer le doigt à ceux qui sont responsables. Et je sais, à la fin, je dois, il faudrait nous contacter. Pour ça, je crois qu'on trouve ici beaucoup de monde. Et en ça plus, remonte à une semaine, donc on le fera avec grand plaisir. J'ai un secret, je sais pourquoi la France est tellement réticente. Car bien sûr, tu fais un test nucléaire pour montrer il fonctionne, l'arme nucléaire, mais aussi une question d'ego. Moi, comme France, je suis capable de montrer à tout le monde que moi aussi, j'ai des armes nucléaires, comme les Américains, comme l'Union soviétique, comme les Britanniques. C'est une question d'ego. Et on sait de notre vie quotidienne, quand c'est l'ego impliqué, on n'aime pas être trop critique envers soi-même. Je crois que l'ego des Français était responsable et est responsable pour qu'ils ne sont pas tellement ouverts pour mettre cette question en avant. Et là, on parle pas d'une explosion nucléaire, mais d'une soixantaine. Oui. Ah ben, je suis contente. 17 chez vous. Eh bien, le dialogue marche très bien entre les députés européens et les députés algériens. Oui. Hein? On l'a toujours dit, permettez-moi, et j'en profite de ma présence, c'est que les canaux de discussion, contrairement à ce que certains pensent avec le Parlement algérien, sont ouverts. C'est une nouvelle génération qui est prête à coopérer avec toutes les instances sans aucun complexe ni fermeture, contrairement à ce que certains, malheureusement, eurodéputés profitent de chaque occasion pour nous faire des résolutions parfois. Et malheureusement, ça parle de droits de l'homme et autres. Et là, on parle d'un cas de droits de l'humain. Parce que là, c'est un génocide contre l'humanité qui a été commis en Algérie. Très bien. Je donne la parole pour la dernière fois à Benjamin Boutin. Vous êtes ici ? Est-ce que vous êtes encore là? Moi, j'aimerais bien que vous repreniez la parole parce que vous avez un droit de réponse. Moi, je sais donc la précision et la passion avec laquelle vous travaillez. Donc, est-ce qu'il y a eu des choses qui ont été dites de manière pas très précise dans votre vidéo? Oui, alors, dans une vidéo de 2 minutes, évidemment que je ne peux pas retracer 60 ans d'histoire. C'est le principe de mes vidéos. Je fais exprès qu'elles soient courtes pour donner envie aux gens d'aller creuser le sujet. Parce que croyez bien qu'une grande majorité de Français ignorent totalement ces essais nucléaires, ignorent totalement toute cette histoire. Donc au moins, les gens peuvent aller creuser. La loi Morin, évidemment que je la connais, et tout le monde sait officiellement que cette loi Morin amène à une reconnaissance très réduite du nombre de victimes pour une indemnisation. C'est bien ce que disent les Algériens en disant « mais non, cette loi Morin, c'est un tout petit premier pas ». Mais vous indemnisez très, très peu de victimes, à voir si c'est volontaire ou pas, certainement. Et puis, il reste les cartes des essais nucléaires à publier, il reste la dépollution du site à faire. Et puis, tout le monde comprend bien qu'il y a un problème encore plus global, qui est le départ de l'Algérie, la fin de cette colonisation, l'indépendance de l'Algérie, qui, malgré tout, est encore une plaie ouverte pour beaucoup de Français, pour beaucoup de politiques français, à mon avis, qui jouent là-dessus. Et mon droit de réponse, c'est que justement, j'ai dit que la société civile voulait s'emparer de ces problèmes-là, et tant mieux s'il y a des commissions et que le public pousse à ça, mais nos politiques jouent avec ça. Nos politiques cajolent les gens à droite, à gauche, et ne veulent pas rentrer dans le cœur du problème de peur de vexer une partie de leur électorat finalement. Donc c'est du jeu politique. Et nous, les citoyens, on est victimes de ça, alors que nous, on voudrait bien rentrer dans ça. Et je vous avais parlé de Tahiti. Moi, je me souviens des essais nucléaires à Mururoa. On en parlait encore, je crois que c'était sous le président Chirac. Et je ne sais plus quel commentateur ou quel responsable avait dit mais non, mais rassurez-vous, les essais nucléaires sont inoffensifs. Ce à quoi quelqu'un a dit alors, il n'y a qu'à les faire en Auvergne. Et pourquoi on les a fait à Mururoa et pourquoi on les a fait dans le Sahara? C'est parce que justement, ils étaient très dangereux. Donc, à ce moment-là, il faut assumer. Il faut dire oui, c'était dangereux. On l'a fait dans des zones où les habitants, c'est les habitants qui vont trinquer.
pour la gloire française. Et c'est le député, ce que disait le député est très vrai, c'est la gloire de la France, l'empire français, l'ego de la France qui fait qu'on ne veut pas reconnaître ça. Et puis derrière, il y a aussi de l'argent, hein, parce que si on commence à reconnaître tout ça, alors il va falloir indemniser beaucoup de gens et ça va coûter très cher. Mais ça coûtera l'argent que ça coûtera, ça restera quand même 100 000 fois moins que de l'argent qui est débloqué pour des choses qui sont beaucoup moins utiles, je pense. Benjamin, merci vraiment, merci pour cette belle contribution et à très vite, j'espère. Je demande à la réalisation maintenant de focaliser sur ce beau visage de Louis Buludan, parce que je lui avais fait une promesse, celle de lire au moins une bonne partie d'une lettre ouverte qu'il a adressée il n'y a pas très longtemps, justement, à Bruno Retailleau, qui est le ministre de l'Intérieur actuel. J'aimerais qu'on focalise sur je suis ses yeux maintenant, c'est lui, hein, vous me le permettez. Voilà ce que dit très rapidement Monsieur donc Louis Buludan à Bruno Retailleau, le ministre de l'Intérieur de la France. Monsieur le ministre, vos propos sur la fierté française qui doit être respectée à propos de la dégradation de nos relations avec l'Algérie oublient le legs que nous avons laissé au peuple algérien, au peuple des Touaregs, avec nos campagnes d'essais nucléaires, 4 atmosphériques conduits à Reagan en 1960 et 61, 13 confinés à In Eker de 1961 à 66, marqués par la catastrophe du tir Beryl le 1er mai 1962 et vraisemblablement par d'autres échecs malheureusement couverts par le secret défense. La France a quitté l'Algérie en laissant ces populations abandonnées à leur sort d'irradier. La France a laissé ses déchets radioactifs enfouis dans les sables autour des sites et plus particulièrement à In Eker. Je m'exprime ici en tant que vétéran des essais nucléaires dans le Sahara algérien et témoin incontournable de l'échec du tir Beryl. Arrivé au seuil de ma vie, je n'ai cessé de dénoncer la responsabilité de mon pays qui n'a toujours pas reconnu sa dette à l'égard de l'Algérie, renonçant à indemniser ses victimes. La loi Morin de 2010 n'étant qu'un faux semblant, quels que soient les désaccords entre la France et l'Algérie relevant de la conduite de la diplomatie étrangère, vous ne pouvez prétendre, au nom de votre fonction de ministre de l'Intérieur, tourner la page sur ce passé peu glorieux de notre pays, héritage de la colonisation. Louis, s'il vous plaît, pourquoi vous avez qualifié la loi Morin de 2010, dont vient de parler tout à l'heure Benjamin, de faux semblants? Eh bien, écoutez, sur France Culture et France Inter, j'ai écouté toutes les émissions qui ont traité de ces sujets. Et en particulier, l'une d'entre elles a été conduite par un journaliste remarquable qui a interrogé l'un des rédacteurs de la loi Morin. Et à l'écouter, on voyait très bien que cette loi avait été rédigée pour ne pas indemniser. Je vais vous en donner un exemple. Il y avait 3 conditions premières. La première, bien sûr, c'était de fournir un dossier administratif. La seconde, c'est d'apporter la preuve que vous aviez résidé sur un site de tir et au moment d'un tir. Et la troisième, bien sûr, c'est de démontrer que vous aviez une maladie qui avait été induite par la radioactivité. Mais là, ça ne suffisait pas. Lorsque vous aviez apporté le témoignage de des réponses à ces demandes, il fallait s'assurer que le jour du tir, les radiations ionisantes avaient été suffisamment importantes pour qu'on soit sûr d'avoir généré la maladie, si vous voulez. Donc, en 2013, lorsque cet entretien a été conduit,
je rondis les chiffres, sur 700, en 2013, sur 700 dossiers présentés pour la Polynésie et le Sahara, 400 avaient été retenus pour être étudiés et 9 seulement avaient été indemnisés. Des indemnisations dérisoires, hein, entre 10 000 et 20 000 euros. Et on avait demandé à ceux qui avaient bénéficié de cette compensation, pourquoi s'est-il contenté de si peu? Simplement parce que ce résultat avait été obtenu après 20 ans de lutte. Je voudrais ajouter que j'ai écouté des témoignages déchirants de mes camarades qui ont été irradiés à Necker, en particulier dans un reportage, un documentaire de France 24, déchirant. Et ces gens qui sont morts de leur cancer n'ont jamais été indemnisés, n'ont jamais été écoutés, si vous voulez. Et le rédacteur de la loi Morin, l'un des rédacteurs, si vous voulez, son but, c'était surtout de ne pas indemniser des gens qui n'avaient pas été suffisamment irradiés. C'était l'état d'esprit. Et je terminerai en disant que, à l'époque, en 2013, vous savez combien avait été provisionné pour indemniser les populations du Sahara, de la Polynésie, les militaires, etc. 10 millions d'euros, 10 millions d'euros. La France vient de dépenser près d'1 milliard d'euros pour reconstruire la toiture de Notre-Dame. Louis, en préparant cette émission, vous m'aviez demandé, et je vous avais donné ma parole d'honneur, de lire 2 pages du rapport d'un historien français, très connu, hein, notoire, que ce soit en Algérie, parce qu'il est d'origine algérienne, il est d'origine juive algérienne, hein, donc je pense bien sûr à Benjamin Stora. Il a fait un rapport sur toutes ces histoires de mémoire, et dans ce rapport dont il a remis une copie à l'Élysée et une copie au palais d'El Mouradia, à la page 82 et 83, il fait référence donc aux essais nucléaires. Vous m'avez dit que vous n'étiez pas vraiment d'accord avec ce qu'il a évoqué. Je connais Benjamin Stora à travers tous les entretiens qu'il a donnés. Je connais l'histoire de sa jeunesse à Constantine, je connais sa vie, je connais son parcours d'historien. Et lorsque son rapport a été publié, remis au président de la République en janvier 2021, j'en attendais beaucoup. Or, quand j'ai lu ces pages, 82-83, parmi les 30 propositions qu'il a faites, en particulier la restitution du sabre d'Abdelkader, aucune proposition à propos des suites de la catastrophe du tir Beryl, qui n'était absolument pas mentionnée, de la loi Morin, des indemnisations, des réparations. Par contre, effectivement, il mentionnait cette étude de 2020 sur les matériaux irradiés du tournevis jusqu'à l'avion, disait-il, dans les sables, et qui présentait, alors là ça concerne Reagan, et qui présentait un danger pour les personnes qui voudraient s'en approcher. J'ai trouvé ce rapport totalement insuffisant. Et je me suis posé 2 questions. La première question, M. Stora n'est pas un scientifique, il ne savait pas ce que c'était que les essais nucléaires, mais il pouvait consulter des archives. Il aurait pu écouter La Marche des Sciences ou France Culture, La Marche de l'Histoire. Donc, la seconde question que je me suis posée, mais peut-être qu'on lui avait demandé de ne pas parler des essais nucléaires. Et là, je parle haut et fort. Ce rapport Stora a été totalement insuffisant sur le sujet des essais nucléaires. Très bien. Monsieur Hani, tout à l'heure, vous évoquiez les nouvelles générations algériennes qui ont investi le Parlement algérien. Cette jeunesse algérienne aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle pense de ce combat mené par l'Algérie pour essayer donc d'avoir une réparation et une reconnaissance? Alors vous savez, il y a beaucoup de gens qui se posent la question, pourquoi maintenant? Pourquoi on réagit maintenant? Tout simplement parce que cette génération a eu accès à certains chiffres, à certaines données, à certaines informations qui ne circulaient pas avant parce que c'était tabou. Et puis elle est consciente des enjeux, et puis elle est consciente des conséquences, des dégâts occasionnés par ces essais. Donc aujourd'hui, la volonté de cette génération, c'est tout simplement, en tant que
elle est du peuple, c'est la voix du peuple, c'est de défendre le peuple algérien et de demander ses droits, c'est la prise en charge de ces essais effectués par la France et surtout, nettoyer, chose qui a été réclamée même à haut niveau par Monsieur le Président de la République algérienne, Abdelmadjid Tebboune, lorsqu'il a rassemblé les deux chambres du Parlement. Il a dit clairement, il a pointé du doigt la France et son régime en disant il est temps de reconnaître d'une et surtout de nettoyer. Parce qu'aujourd'hui, la population locale continue justement à souffrir et pas mal de maladies réapparaissent encore. Merci beaucoup. Monsieur Franck Schwalbaoth, est-ce que vous pensez qu'une pression internationale est possible pour contraindre, entre guillemets, la France à ratifier au moins le traité sur l'interdiction des armes nucléaires? J'ai parlé d'une pression internationale, elle peut être européenne, ici, au Parlement européen. Est-ce qu'il y aurait un groupe d'eurodéputés de toutes les couleurs politiques qui présentent, par exemple, un projet de résolution en ce sens? Pas de projet de résolution. Je vais partager un secret avec vous. On a eu des élections il y a quelques mois. Et environ la moitié des députés sont nouveaux, quelques 350 sont nouveaux. Et ils sont désespérés. Pourquoi? Ils travaillent dans la machine législative, mais ils sont tous à la recherche d'une question, d'un problème, où eux, ils peuvent montrer qu'ils font une différence. Ça veut dire qu'il y a une sorte de, pas une fenêtre ouverte, mais plusieurs fenêtres d'opportunité ici en ce moment. Encore quelques mois, jusqu'où les députés ont identifié, je m'occupe ça et ça à côté de mon travail quotidien qui est attendu de moi. Dans ce cas, c'est une chance pour vous, les Algériens, la société civile en France, en Algérie, d'adresser aux nouveaux députés européens ici pour dire, d'accord, je vais me lancer dans ce débat, dans cette lutte, et je crois que c'est une lutte qui a la chance d'être gagnée. Faites quelque chose. Message reçu, Okay. et nous allons entreprendre avec nos homologues européens et nous allons faire un travail ensemble pour justement éclaircir à tout le monde et à la communauté internationale ce qui s'est passé dans le désert algérien et les conséquences dramatiques. Merveilleux. Et merci pour l'information. Louis, s'il vous plaît, j'ai oublié de vous poser une question par rapport à votre lettre ouverte adressée au ministre de l'Intérieur français. Question basique. Est-ce que vous avez eu une réponse de sa part? Non, aucune. D'ailleurs, ce que j'ai oublié de dire à propos du rapport de Stora, j'ai aussitôt réagi vivement et violemment sur mon blog. Et non, j'ai jamais été contacté. Les seules personnes qui se sont intéressées au sujet, mis à part ce grand reporter du Monde auquel je rends hommage, Benoît Hopquin, c'est Larbi Benchira, qui est un documentariste qui a visité les lieux, qui les connaît très très bien. D'ailleurs, qui m'a dit que sur toutes les galeries qui avaient été ouvertes, seule celle du tir Beryl était obstruée. Et contrairement à ce qui était dit, à savoir que toutes les galeries avaient été obstruées. Et vous ne lui avez pas demandé de retrouver l'Algérien Touareg que vous avez connu quand vous aviez 24 ans? J'ai vu la fin d'un monde. On ne voyait j'ai fait beaucoup de pistes pour échantillonner sur le terrain et autres. On ne voyait jamais de Touareg. Et on est en 1960. Hein? 62, là, début Oui. 62. Et à l'approche du centre de culture d'Irafoc, on circulait toujours avec 2 véhicules par crainte qu'il y en ait un qui tombe en panne. Je vois un magnifique cavalier sur sa monture arriver, un gars immense. C'était tellement heureux de voir un Touareg. Je saute du véhicule, je me précipite. Il saute d'un bond de Sarala. Il avait un sabre et un magnifique. C'était un Kelrela, un noble, un prince. Mais bien sûr, le barrage de la langue, et puis on craint toujours l'incident, si vous voulez. Donc je me suis replié sur mon véhicule par crainte d'un incident.
Mais moi, j'ai vu la Et fin. vous l'avez pris en photo, vous m'avez dit. Je l'ai, cette photo. On peut avoir une photo de la photo? Je ne l'ai pas, mais bon, je vous la procurerai prochaine un jour. fois. La prochaine fois. Très bien. Une dernière question pour vous, monsieur, avant de clôturer cette émission. Qu'est-ce que vous demandez aujourd'hui, vous, au gouvernement français? Vous parlez de moi. Oui. Écoutez, moi, il y a quelque chose qui... Bon, on parle de ce matériel qui est enfui dans les sables, qui est irradié. Mais la première chose, c'est qu'il aurait fallu que l'Algérie et la France, et surtout la France, fassent un bilan de l'influence des radiations ionisantes sur les maladies développées par cette population. Je rappelle qu'à l'époque, il y avait 40 000 Touaregs entre Reagan et Tamanrasset. Je voulais dire aussi quelque chose qu'on a oublié, c'est que le gouvernement, enfin les responsables de ces essais avaient bien conscience que ce nuage est allé très très loin. L'essai, c'est le 1er mai. Le 16 juin, avec 2 camarades de la chimie, le 16 juin, on a été prélevé de l'herbe à chameau à Amguid. Amguid, c'est à mi-chemin entre Insala et Ineker. Et le même jour, on est allé à Janet, où on a prélevé de l'eau, on a prélevé de la végétation d'arbres. Alors, tous ces échantillons conditionnés ont été envoyés en France pour les mesures de radioactivité et on n'a eu aucun retour. Je pense que si la France déclassait toutes ces archives, on devrait pouvoir retrouver des résultats, à savoir si on avait irradié avec des retombées d'Amguid au moins jusqu'à Janet, voyez-vous. Donc voilà. Et alors, ce que je demande, je pense qu'il est absolument essentiel de faire un bilan sur l'impact de ces radiations ionisantes sur les maladies développées. Et si j'ai bien compris, en 62, on n'avait pas une grande connaissance du type de maladie développée lorsqu'on était irradié. Mais maintenant, je crois qu'on a une liste de plus de 24 cancers qui peuvent être associés à des irradiations. Je vais encore vous donner à vous tout à l'heure, dans quelques secondes, quelques minutes, petites minutes, vraiment le dernier mot. Un mot de conclusion, monsieur Hani, s'il vous plaît. Alors, d'une, je vous remercie pour ce débat et pour cet échange, et surtout en présence du témoin vivant. Et là, ça confirme l'existence des personnes, donc des Touaregs, il parlait des Touaregs, de la faune, de la flore, et certainement la contamination de l'eau. Et ça dément un peu la version officielle française qui dit que lors des essais, qu'il n'y avait personne sur ces territoires-là. Donc encore une fois, notre combat va continuer. Nous avons le devoir de recourir une reconnaissance officielle et nous allons travailler justement avec les parlementaires européens pour relever ce défi. Je dis un défi parce que c'est encore tabou, il y a des blocages, spécialement du côté français, mais notre combat va continuer dans ce sens. Un dernier mot, monsieur Schoelbarot. Vous êtes un des derniers rescapés. Mais il y a des milliers qui souffrent de cancer. Dans ce cas, c'est nécessaire seulement 2 choses. 1, empathie avec les victimes et 2, action concrète. C'est tout. Louis, le tout dernier mot est pour vous. Allez-y. Écoutez, moi, c'est un pays, le Hogar, qui m'a passionné. On avait très peu de contact avec les Touaregs, il y avait le problème de la population. Les seuls Touaregs qu'on approchait, c'est ceux qui étaient employés sur la base vie. On avait peu d'échanges avec eux, mais les relations étaient bonnes. Je vais vous donner un exemple. On avait un mini-market et le pacha de la base, qui était un amiral, avait aussitôt donné l'autorisation à ces PLO qui avaient un salaire de venir se ravitailler, si vous voulez, à la base vie. Et il y avait une bonne convivialité. L'exemple, c'est que ces Touaregs, ils n'avaient aucun intérêt pour les soldats, les militaires et autres. Et ils étaient heureux. Ils raflaient toutes les boîtes de lait Nestlé. Donc, moi, j'ai été passionné par ce pays. J'ai beaucoup aimé ce que j'ai vu, si vous voulez, et je trouve totalement injuste que mon pays ait abandonné, de même qu'il a
abandonné les appelés qui étaient sur le site, hein, et on a eu des témoignages des souffrances terribles. On n'a aucun témoignage des souffrances subies par les Touaregs, parce que personne ne s'en est inquiété. Donc c'est un devoir, une responsabilité de mon pays de revenir sur ces essais et d'engager sa responsabilité. Merci à tous les trois, merci de tout mon cœur. Merci d'avoir accepté mon invitation. Je rappelle que Louis Bulidan a quitté ce matin très tôt Paris. Il a 88 ans. Il a malheureusement perdu la vue. Il s'est fait accompagner par son épouse, pour laquelle je rends hommage, Françoise Bulidan. Elle l'a accompagné jusqu'à nous, jusqu'à Bruxelles. Merci vraiment. Frank Schwalbaut, vous savez combien j'apprécie tout ce que vous faites ici au Parlement européen. Merci d'avoir répondu présent aujourd'hui. Merci. Monsieur Mohamed Hani, la même chose. Parcours de combattant, vous arrivez tout droit d'Alger. Merci d'avoir été avec nous dans cette émission très spéciale. Merci à vous d'avoir soulevé le sujet. Merci, madame, monsieur, cette émission s'achève. Merci de l'avoir suivie. Au revoir.